Eh bien c'est parti, je me suis toute pimpée exprès pour cette vidéo meilleure lecture bilan de mon année livresque 2020. Alors... Vous avez l'habitude, ici c'est pas comme chez tout le monde. Sur Instagram en fait, je ne sais plus qui avait proposé de faire un calendrier de l'Avent livresque qui résumait nos lectures. J'avais commencé à le faire sur le compte Barocco et puis je me suis dit est-ce que ce serait pas plus malin en fait de prendre toutes les questions qu'il y a dans ce calendrier de l'Avent pour ensuite présenter les livres en vidéo parce que ça m'a vraiment permis de faire un bilan plutôt complet de mes lectures et de présenter à la fois ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Tout ça. Donc là je vous présente 24 livres. Donc comme là je vous présente 24 livres et que je ne veux pas que cette vidéo dure 1000 ans parce que je n'ai pas de la fibre, donc c'est très long à exporter et qu'en plus la plupart des livres que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé dans des bilans. Je vous laisse aller cliquer sur mes bilans lecture de l'année et c'est parti pour la vidéo meilleure lecture de 2020. Alors pour savoir, le calendrier de l'Avent a été proposé par Delphine Olympe. Alors le premier livre que je vous présente, c'est ma première lecture de l'année et c'était L'Homme de Neige de George Sand qui était le premier livre que je vous avais proposé pour le club de lecture Barocco Lecture. C'est un livre que j'avais commencé vraiment dans la nuit du 24 au 25 décembre puisque l'histoire démarre à cette date-là et je vous l'ai présenté dans une des toutes premières vidéos de la chaîne, si ce n'est la première je crois, donc je vous laisse aller voir ça. Deuxième livre que je vous présente, c'est le livre que j'attendais à tout prix et j'attendais à tout prix la sortie de la biographie de Marceline Desbordes de Valmore par Stefan Zweig qui est sortie le 19 août chez le Livre de Poche. Stefan Zweig, c'est un auteur de fiction que j'aime beaucoup, j'aime d'amour son Lettre d'une inconnue et je n'ai jamais lu aucune de ses biographies et quand j'ai vu que le Livre de Poche rééditait cette biographie de Marceline Desbordes de Valmore qui est sans doute une de mes poétesses préférées, si ce n'est peut-être la poétesse préférée, ma poétesse préférée, j'ai attendu puisqu'on était en plein confinement quand j'ai vu l'annonce et j'ai attendu jusqu'en août patiemment la sortie de ce livre que j'ai commencé mais comme c'est une biographie, je me laisse le temps en fait de la lire. La troisième proposition, c'est un auteur que vous avez découvert cette année et cette année moi j'ai découvert une autrice. Et oui, j'ai découvert Christine de Pisan. J'ai découvert Christine de Pisan avec le deuxième livre que je vous avais proposé pour le club de lecture Barocco Lecture, donc les 100 ballades d'amants et de dames, qui était somptueux. Et j'ai aussi lu son roman La Cité des Dames, je ne comprends pas en fait pourquoi ce roman n'est pas étudié, pourquoi ce roman n'est pas plus connu, pourquoi personne ne connaît Christine de Pisan aujourd'hui. Moi je trouve que c'est un gros manque à la culture française et on se plaint de ne pas avoir de femmes qui ont écrit sous l'Ancien Régime, mais en fait si il y en a, c'est juste qu'elles ne sont pas connues, elles ne sont pas du tout mises en avant ni dans les études littéraires, ni au collège, ni au lycée. Et bon bah voilà, enfin déjà la littérature médiévale est mal vue, la littérature des femmes au Moyen-Âge est d'autant plus mal vue, voilà. Il faut, moi j'ai entendu parler de Marie de France, j'étais en première année à la Sorbonne, donc passons. Et j'ai tellement aimé Christine de Pisan que je m'en suis, alors je sais pas si ça va bien rendre pour vous, mais bref en tout cas je me suis fait tatouer Christine de Pisan sur le bras, tant cette découverte a été marquante pour moi. Quatrièmement, un livre lu sur les conseils de mon libraire et cette année, grâce à une libraire spécialisée dans le graphique, j'ai lu Géante, l'histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté de J.C. Devenay et Nuria Tamarit. Je ne sais toujours pas prononcer les noms depuis la dernière vidéo où je vous en parle. C'est un énorme coup de cœur. Je me suis vraiment remis cette année au graphique, au roman graphique, au BD. J'ai commencé les mangas aussi et ça fait énormément de bien au moral. Il y avait des moments où c'était pas facile en 2020 je pense, comme tout à chacun, et vraiment lire des histoires comme ça graphiques qui sont empreintes d'un très beau message, de messages importants aujourd'hui, de valeurs que je partage, ça me soulevait en tout cas de lire ces histoires là. Cinquième livre que je vous présente, c'est un livre dont l'écriture m'a ébloui et le choix s'est fait de lui-même, c'est Les Vagues de Virginia Woolf. Virginia et moi, c'est une grande histoire d'amour et de découverte. Je ne la connais pas encore assez bien, je connais sa vie, mais aujourd'hui, je sens que j'ai besoin d'aller lire ses journaux pour mieux la connaître et savoir ce que elle dit de sa vie. C'est une autrice qui me touche beaucoup, son histoire me parle, je me sens très proche d'elle au niveau des thématiques de sa vie, de sa vision du monde, de sa vision de la femme, de sa vision de l'amour, bref, je ne vais pas m'étaler sur mon amour pour Virginia Woolf, mais jusque là, je n'avais pas eu de coup de cœur
littéraire. J'avais déjà lu Mrs. Dalloway que j'avais apprécié mais c'était pas transcendant. Orlando que j'avais au départ beaucoup aimé et à la fin j'avais plus du tout accroché ni à l'écriture. J'ai failli d'ailleurs me débarrasser de mon exemplaire d'Orlando, tant j'avais été déçue par la fin. Oui, je suis quelqu'un d'impulsif. Et cet été, j'ai lu aussi Un lieu à soi de Virginia Woolf, son fameux essai féministe, que j'ai apprécié énormément. Mais c'est Les Vagues que je retiens le plus cette année de Woolf, parce que ce roman est sorti de nulle part. Et je sentais que c'était celui-là. Je sais pas si ça vous le fait des fois, si vous avez des intuitions livresques comme ça. Et ben moi j'en ai souvent. Et je savais que c'était Les Vagues qu'il fallait que je lise cette année et que ça allait avoir un écho assez incroyable en moi. Et ça a été tout à fait le cas de suivre ces 6 protagonistes-là, ces 6 voix, ces 6 histoires qui sont ralliées par un personnage dont on n'a jamais la pensée. Et je trouve même que ça se rapproche plus d'une pièce de théâtre que d'un roman parfois, Les Vagues. Voilà, c'est bon, il y a déjà un petit tas qui est fait, je peux boire une gorgée. Le 6e livre que je vous présente, c'est mon plus gros flop de l'année et c'est Les Roses Fauves de Carole Martinez. Mais je peux pas faire autrement que de présenter Les Roses Fauves dans mes plus gros flops et je suis tellement chagrinée de présenter Carole Martinez dans mes flops parce que c'est une autrice que j'aime tant, que j'ai recommandée à tant de personnes à qui j'ai acheté La Terre qui penche, je l'ai offert, Du domaine des murmures, c'est pareil, j'attendais son nouveau roman depuis 5 ans et tout ça pour avoir Les Roses Fauves qui est vraiment une déception. C'est mon plus gros flop de l'année. J'espère que Carole Martinez, dans ses prochains romans, reprendra ces thématiques plus proches du domaine des murmures et de la terre qui penche et qu'elle laissera tomber ce genre de choses-là parce que non, ça marche pas du tout, en tout cas chez moi. La plus belle couverture, j'ai hésité, mais finalement j'ai sorti Le lac aux îles enchantées de William Morris parce que la couverture c'est un tableau pré-raphaélite et j'aime beaucoup les pré-raphaélites comme beaucoup de gens. Et là, celui-ci c'est donc La Dame de Shalott de John William Waterhouse. Je pense qu'on ne peut pas faire plus belle couverture en tout cas que de prendre un tableau pré-raphaélite pour illustrer les romans de William Morris. Le livre suivant, c'est le livre que je n'aurais pas lu si mon ami John Smith ne m'avait pas dit « Il faut que tu lises Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes ». Je ne l'aurais pas lu parce qu'il y a quelques années, une autre amie à moi l'avait lu et comme je suis quelqu'un qui se moque du spoil, je lui avais demandé en fait de tout me raconter et de me spoiler. On avait parlé ensuite des thématiques ensemble. Je savais qu'un jour je le lirais, mais ça n'urgeait pas en tout cas et John Smith m'a tellement poussé à le lire, il était tellement bouleversé après sa lecture que finalement je l'ai lu et c'est un livre qui a marqué mon année. J'espère dans les années à venir lire de plus en plus de science-fiction parce que c'est un genre que je ne lis pas du tout dans les genres de l'imaginaire et pourtant je sais qu'il y a des œuvres qui pourraient me plaire et dont les thématiques sont très fortes et très intéressantes et d'autant plus d'actualité, tout comme ici dans Des fleurs pour Algernon. Je ne vous fais pas le résumé des livres parce que notamment celui-ci, vous pouvez trouver nombre de vidéastes ou de podcasteurs, de podcasteuses qui ont fait des vidéos, podcasts sur Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Il est vraiment très connu. Le livre suivant, c'est mon plus gros pavé de l'année et je crois que c'est Aurélien d'Aragon. Je suis pas sûre et certaine qu'Aragon soit le plus gros, que Aurélien par Aragon soit le plus gros, ce serait mal poli de ma part de dire ça. Mais il fait près de 700 pages, Aurélien. Je crois que de mes livres lus, en tout cas jusqu'au bout, c'est quand même le plus gros. J'ai envie de vous reparler d'Aurélien parce que si vous êtes quelqu'un de têtu comme moi, qui est en train de vous dire mais je ne lirai pas Aurélien parce que tout le monde en parle et tout le monde l'aime, eh bien si, j'en remets une couche, il faut lire Aurélien. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu toutes ces années avant de le lire parce que c'est un livre que là j'ai actuellement très envie de relire et en même temps j'ai très peur de le relire. Je sais pas, ça va faire partie en tout cas de ces livres marquants pour moi qui a marqué mon année 2020, qui est intimement lié à ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle en 2020 aussi. Voilà, donc c'est mon plus gros pavé mais c'est aussi l'une des lectures les plus marquantes et si je devais choisir le meilleur livre de l'année, j'hésiterais entre Aurélien et un autre livre que je vous présenterai tantôt, mais ouais, il faut lire Aurélien d'Aragon. Le 10e livre, c'est le livre qui m'a mis des étoiles plein les yeux et c'est Les Vermeils de Camille Jourdi. C'est pareil, ce graphique-là, cet ouvrage graphique-là, à aucun moment il était prévu dans ma vie que je ne le croise et que je ne le lise. Je patientais dans une librairie spécialisée dans les ouvrages graphiques et pendant que je patientais, mon regard est tombé sur cette tranche-là, colorée aux couleurs pastel, arc-en-ciel et je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'ai pris la couverture et j'ai vu
ce petit renard et j'ai vu ce petit chien qui ressemble à un bichon frisé, un bichon maltais. Et j'ai ouvert les premières pages, enfin déjà aussi quand vous tournez la 4e, vous voyez ces petits poneys de toutes les couleurs qui courent, un château, enfin bref, tout ça a fait que c'était, enfin voilà, ensuite j'ouvrais les premières pages et j'ai beaucoup ri quand j'ai lu les premières pages. Il faut que vous lisiez les premières pages en librairie si vous tombez sur les vermeils. Et cet ouvrage, je l'ai lu 4 fois comme ça de suite, en une semaine. Tous les soirs, je me disais tiens, et si je relisais les vermeils? Et ça m'a fait le même effet que les livres que je lisais quand j'étais enfant. Les J'aime lire par exemple, j'étais abonnée aux J'aime lire. Si vous étiez abonné aux J'aime lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et les histoires J'aime lire, je pouvais les lire tout le temps, enfin vraiment je ne m'en lassais pas et ça me procurait les mêmes émotions et ça me coupait de tout, c'était très dépaysant. Et ce livre-là, Les Vermeils, m'a ramené à l'enfance. C'est quelque chose de simple, de drôle et de doux. Et pourtant, avec une histoire qui tient la route dans un univers comme ça où on suit une petite fille qui décide de s'enfuir parce qu'avec sa famille, ça va pas trop. Et elle tombe dans un monde imaginaire. Et ces ouvrages-là, un peu à la Alice au Pays des Merveilles ou à cet ouvrage du livre des choses perdues de John Connolly, moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup puisque j'étais une petite fille avec beaucoup d'imagination. Donc, ça pouvait m'arriver d'imaginer de vivre toutes ces aventures-là, et donc ça m'a rappelé l'enfance et ça m'a mis des étoiles plein les yeux dans une période où c'était pas du tout facile. Ensuite, c'est le livre le plus ancré dans l'actualité. Je lis des essais quand même assez régulièrement, mais ce sont des essais souvent qui sont déjà parus, et celui-ci c'est un livre paru en 2020 qui est Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange, qui a fait grand bruit puisque il a été publié dans une toute petite maison d'édition. Les ventes ont explosé et donc c'est le Seuil, qui a une grande maison d'édition, qui a racheté les droits pour le publier. Il commence à être traduit à l'international. C'est un livre tout petit. Il y a même le Conseil de censure à l'égalité homme-femme qui a failli censurer ce livre. Enfin, ça a été vraiment un gros buzz autour de Moi les hommes je les déteste, et un gros buzz finalement pour pas grand chose. J'en attendais beaucoup, je ne sais pas, enfin j'attendais des chiffres, j'attendais des choses précises. Étant une très grande fan du Sorcière, la puissance invaincue du féminin de Mona Chollet, je pensais qu'on allait être dans la même lignée. Et en fait je ne comprends pas pourquoi ce livre a tant fait scandale et pourquoi il a failli être censuré, parce que il est pas, enfin voilà, il dit des exemples de femmes, de misandrie, il essaie d'expliquer la misandrie, de faire des comparatifs ou des non-comparatifs. Alors je l'ai trouvé personnellement pas très pertinent, mais j'aime quand même énormément le titre qui est bien coup de poing et qui fait son effet quand les gens arrivent chez vous. Alors si vous voulez des bons essais féministes, je ne vous recommande pas spécifiquement de lire Moi les hommes je les déteste, c'est pas la première lecture vers laquelle je vous orienterai. Si une vidéo à propos de mes essais féministes peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Le livre suivant, qui est le livre le plus dépaysant que j'ai lu en 2020, c'est Lu dans brume de Hope Mirlis, que j'ai lu à l'occasion de mon podcast sur les primo-auteuristes de fantasy, les pionniers et pionnières du genre. Et Hope Mirlis, c'est une contemporaine de Virginia Woolf du début du XXe siècle en Angleterre, qui a publié Lu dans brume. Je vous ai déjà parlé de ce roman en vidéo et dans un podcast, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais si vous passez par là et que vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, sachez que si vous aimez Stardust de Neil Gaiman, vous adorerez Lu dans brume de Hope Mirlis. Alors le livre numéro 13, c'est un prix littéraire que vous avez lu cette année, et cette année j'ai pas spécifiquement lu un prix littéraire, enfin j'ai pas acheté de prix littéraire pour les lire. Après dans ceux que je vous ai présentés, je pense qu'il y en a qui ont eu des prix, certainement, mais en tout cas j'en ai pas comme ça à vous présenter. Le numéro 14, c'est un livre que tout le monde a aimé, sauf moi, et je vais mettre La Vagabonde de Colette. C'est un livre qu'on m'avait recommandé lors d'un des tout premiers lives Instagram que j'avais fait durant le confinement, quand on cherchait quelle possible lecture commune on pourrait faire tous ensemble, et était revenue La Vagabonde de Colette. Parce que les gens me connaissent bien, savent que je suis comédienne, que je suis féministe, et se sont dit tiens, si on recommandait La Vagabonde de Colette, qui prend pour personnage principal une femme divorcée, féministe, qui est comédienne dans le musical au XXe siècle. Et c'est vrai que ça avait tout pour me plaire. Les premières pages, en tout cas, m'ont beaucoup plu, m'ont beaucoup parlé. J'ai beaucoup souligné, surligné des passages et tout. Mais à partir du moment où on parle d'une histoire d'amour entre la protagoniste et un homme, ça m'a tout de suite beaucoup moins plu, beaucoup moins parlé. Et le musical et le théâtre, c'est quand même pas la même chose. Et
c'est pas mon univers spécifiquement, le côté musical, le côté un peu cabaret, donc c'est pas ce qui me parle le plus quand j'imagine le théâtre de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Je n'avais jamais lu de Colette avant La Vagabonde, et La Vagabonde ne m'a pas dégoûtée de l'écriture de Colette, bien au contraire, donc on m'en a conseillé d'autres de cette autrice durant un autre live Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez, on fait des lives qui durent 2 heures, durant lesquels je parle beaucoup, je digresse beaucoup, et surtout on se recommande énormément d'ouvrages et c'est très intéressant. Donc en 2021, je me suis noté un titre de Colette à lire et je vous en parlerai du coup l'année prochaine. 15e livre, c'est le livre qui a vaincu le confinement et c'est Les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Ce livre-là, c'est pareil, c'est toute une histoire de synchronicité assez incroyable. C'est le dernier livre que j'ai acheté avant le premier confinement dans un cash express et je me suis dit, tiens, si c'était ce livre-là que je proposais pour le club de lecture du mois de mars. Donc j'ai lu ce livre et j'ai proposé la lecture de ce livre en plein durant le confinement, le premier mois du confinement, quand Rousseau lui-même vit en fait un confinement quasiment, où il décide lui de se retirer de la vie de l'humanité, enfin des mondanités. Il décide comme ça d'être seul, reculé dans la nature et de faire le point sur la vie, la société, la botanique, les gens, son rapport au monde, son rapport à l'oisiveté, et c'était transcendant. Voilà, c'est la définition même de la transcendance, c'est-à-dire que je vivais quelque chose et un artiste mettait les mots juste sur ce que j'étais précisément en train de vivre durant ce premier confinement. Donc c'était une expérience de lecture très forte que je pense ne jamais revivre, pas à ce point-là en tout cas, tant c'était écrit en fait que je rencontre les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau pile à ce moment-là dans ma vie et dans l'histoire de l'humanité. Je m'étais dit, je ne leur lis pas d'extrait sinon cette vidéo a vraiment duré beaucoup trop longtemps, mais là c'est quand même assez incroyable puisque la toute première phrase des rêveries du promeneur solitaire c'est « Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. » Enfin, c'était vraiment exactement l'état d'esprit dans lequel je me trouvais lorsqu'est tombée l'annonce du tout premier confinement. 16e livre, c'est le livre le plus poétique et c'est le premier livre que j'ai lu à l'occasion du Cold Winter Challenge cette année. C'est mon avant-dernier livre lu en 2020, c'est Eugène Onegin de Pouchkine. Ça y est, j'ai enfin lu Eugène Onegin de Pouchkine, je me suis enfin remise à la littérature russe. Je l'ai choisi puisque c'est un roman en vers, donc c'est forcément le roman en tout cas le plus poétique. La poésie de Pouchkine est très belle, la traduction de Markovitch c'est très intéressante puisqu'il a gardé la versification et que tout fait sens, et j'ai beaucoup aimé la préface et la postface qui expliquent aussi tout le travail de traduction autour de ce livre. J'aurais pu vous présenter nombre de recueils de poèmes puisque je vous avais dit dans ma toute première vidéo sur mes envies de lecture en 2020 que j'avais envie de me remettre à la poésie. Ce que j'ai fait cette année, j'ai lu beaucoup de recueils de poèmes. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo exprès dédiée aux recueils de poèmes que j'ai lus cette année. Ça pourrait être intéressant, enfin si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé relire, redécouvrir de la poésie cette année, mais c'est vrai que le point culminant de mes lectures poétiques, ça a été Eugène Onegin de Pouchkine. Le livre suivant, c'est un livre dont le héros a existé. C'est encore un livre que j'avais proposé pour le club de lecture sur Instagram. C'est Ma double vie de Sarah Bernhardt. Puisque c'est une autobiographie, c'est l'autobiographie de la grande Sarah. C'était passionnant. J'ai adoré lire la vie de Sarah Bernhardt, contée par Sarah Bernhardt, qui a un caractère de feu, qui... Enfin, c'est très drôle, c'est truculent de lire comment elle se raconte, comment elle se narre, comment elle s'imagine, comment elle retrace sa vie et les éléments autobiographiques qui ont fait d'elle la plus grande actrice, la plus grande comédienne française de l'histoire de l'humanité qui était connue à l'international. Si vous vous intéressez à l'histoire de Sarah Bernhardt, vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de son autobiographie. Le livre suivant, c'est le livre le plus drôle. Là, je vous parle de cet auteur que j'ai découvert cette année dans cette maison d'édition Interférence que j'ai aussi découverte cette année. C'est Les Travailleurs de l'Enfer de Ossip Senkovski et plus précisément la toute première nouvelle qui s'appelle Une grande réception chez Satan, qui est le livre qui m'a fait le plus rire de 2020. Je sais que je vous parle aussi de cette vidéo autour des livres qui me font rire parce que on a toujours
le top 10 de mes livres qui me font pleurer, qui m'ont le plus ému, de mes histoires d'amour préférées, de mes poèmes préférés et tout. Mais rarement on parle de ces livres les plus drôles. Et je m'engage cette année en 2021 à vous faire une vidéo sur les livres les plus drôles que j'ai lus et mes livres préférés. Et il y a indubitablement une grande réception chez Satan de Ossip Senkowski. Si vous aimez les livres d'Androuz Kivirak, vous aimerez une grande réception chez Satan, puisque on est chez Satan, on est dans les enfers et Satan reçoit ses ministres et leur demande le bilan de leur année. Enfin voilà, c'est truculent. Et c'est rare des ouvrages humoristiques qui sont faits avec finesse et intelligence, et Ossip Senkowski, c'est dur à dire, en fait partie, donc je vous enjoins à découvrir cet auteur. 19, c'est le livre le plus émouvant que j'ai lu en 2020 et c'est La Sève et le Givre de Léa Silol. Voilà, si je devais dire quel est mon meilleur livre de 2020, j'hésiterais entre Aurélien d'Aragon et La Sève et le Givre de Léa Silol, parce que c'est le tout premier livre que j'ai lu à la suite du déconfinement où c'était pas la joie, et cette histoire a résonné en moi. Celui-ci peut rentrer dans la catégorie des livres qui ont reçu un prix et que j'ai lu, puisqu'il a eu le prix Merlin en 2003. Oui, c'est ça, du meilleur roman fantasy. Donc voilà, ce livre remplit 2 catégories. Au niveau des émotions qu'il m'a procuré, j'ai du mal à mettre des mots dessus, tant c'est des émotions que j'ai rarement ressenties à la lecture ou à la vision d'une œuvre d'art. Je comparais plutôt cette lecture à une musique parce que ça m'a fait, oui, les mêmes émotions que ce que peut me faire la musique, et je suis très sensible à la musique et à des morceaux classiques comme ça. Et je lisais cette histoire d'Angarad et de Finstern, de cet amour impossible, de cet amour somptueux, de cet amour qui n'a pas de nom en fait, et c'était... Voilà, je n'ai pas de mots, il me manque des mots pour pouvoir qualifier ma lecture, et plus j'y repense, plus c'est vibrant en moi, et plus je me dis que, à nouveau, comme Aurélien, c'était un livre que je devais lire cette année en 2020. Que ça n'avait pas de sens de le lire avant, et que ça a eu un sens de le lire là, maintenant, en plein déconfinement. J'en étais émue aux larmes de cette lecture, pas parce que c'était triste ou émouvant, pas que, mais juste tellement c'était beau à lire, et ça faisait perler mes yeux, et je le lisais durant mes insomnies du déconfinement, et c'était une expérience de lecture incroyable. Et 2020, ça a été beaucoup ça en fait, au-delà des meilleurs livres que j'ai lus, c'est les plus belles expériences de lecture que j'ai eues dans ma vie. Elles ont été faites en 2020. Un livre dont j'aurais aimé rencontrer le héros. Cette année en 2020, j'ai relu Apostasie de Vincent Tassi, qui était un de mes romans favoris il y a quelques années. Et j'ai décidé de le relire au mois d'octobre. Et à nouveau, la magie a opéré. La plume de Vincent Tassi m'a à nouveau transportée, puisque en 2020, j'ai aussi lu son roman qui est une préquelle d'Apostasie, qui est sorti en fin 2019, qui est Loin de lui le soleil. Et je l'ai lu cette année. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je dirais pas que c'est un coup de cœur, donc j'ai relu Apostasie et je relirai très certainement Loin de lui le soleil. Et voilà, que vous dire à part qu'il faut que vous lisiez du Vincent Tassi, que vous aimiez les littératures du genre ou non. Si vous aimez la littérature gothique, Nabolita, je pense à toi précisément quand je dis ça. Il faut lire Apostasie de Vincent Tassi, il faut découvrir cet auteur parce que c'est transcendant aussi comme écriture, c'est d'une poésie incroyable. C'est l'une des plus belles plumes contemporaines francophones qu'on ait aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir son roman fantasy qui sortira chez Nemos en 2021, au mois de février. J'ai vu que certains et certaines l'avaient reçu dans leur boîte aux lettres avant la date de sortie. Je ne suis que jalousie parce que Enfin voilà, revenons à Apostasie. J'adorerais connaître Anselme parce que je pense que de nos 2 solitudes pourrait naître une amitié incroyable et qu'on aurait tant de choses à se dire et tant de larmes à verser sur le monde aussi ensemble. C'est beau hein, quand je dis des trucs comme ça. C'est d'une poésie et d'un morbide. 21, le plus beau titre. Là, je vous parle d'une pièce de théâtre qui est Nous pour un moment de Arne Ligre. C'est le tout nouveau Arne Ligre. C'est un dramaturge norvégien que j'aime beaucoup, un de mes dramaturges contemporains préférés, que je suis depuis quelques années et dont l'écriture me parle. C'est fait partie des rares auteurs, enfin dramaturges contemporaines, vraiment vers lesquels je me tourne les yeux fermés en sachant que ça va me provoquer quelque chose. Dans ce recueil, puisqu'il y a 2 pièces de théâtre, ma pièce de théâtre favorite c'est Moi proche, vraiment qui m'a
m'a beaucoup émue. Mais Nous pour un moment, je trouve que ce titre est incroyable. Je ne sais pas si les 2 pièces de théâtre à la base sont publiées séparément ou si c'est l'Arche pour la traduction française qui a décidé de réunir les 2 pièces puisque la thématique commune est l'amour au XXIe siècle. Et en fait ce titre, Nous pour un moment, résume tellement bien, je crois, la vision que j'ai aujourd'hui de l'amour, ou de l'amour pas seulement amoureux mais de l'amour des relations humaines. C'est nous pour un moment en fait, de l'impermanence et en même temps de se promettre ce sera nous pour un moment. Combien de temps durera ce moment, je ne sais pas, enfin bref, je ne pars pas dans tout ça, mais ce titre en tout cas m'a interpellée. Le livre le plus original, à nouveau une pièce de théâtre, puisque je vous parle de Woyzeck de Georges Büchner, qui est une pièce vraiment à part dans tout ce que j'ai lu. Pareil, je vous en parle pas en détail puisque je pense que c'est déjà très long, on arrive vers la fin et cette pièce, je vous en ai parlé dans mon précédent bilan lecture, mais c'était... Bah oui, c'était le livre le plus original que j'ai lu cette année, la pièce la plus originale que j'ai lue cette année en tout cas, avec le livre suivant. Le 23e livre que je vous présente, c'est Joker, un livre inclassable, et au-delà de cette pièce de théâtre 448 Psychose, c'est cette autrice qui est inclassable, c'est Sarah Kane. 2020, ça a été l'année pour moi de ma rencontre avec Sarah Kane aussi, ou de ma redécouverte, de ma découverte vraiment en profondeur de Sarah Kane. Je vous sortirai en 2021 le podcast ou la vidéo autour de Sarah Kane que j'ai préparé durant le mois de juin. Au mois de juin, il y a Nabolita qui avait lancé ou relancé un mois un auteur ou une autrice, et le but durant ce mois-là, c'était de se plonger dans la biographie d'un auteur ou d'une autrice, et personnellement j'avais choisi Sarah Kane. J'avais déjà lu L'amour de fête de Sarah Kane et j'avais commencé il y a quelques années 448 Psychose que j'avais refermé parce que je sentais que je ne pouvais pas le lire, que j'étais pas prête à cette lecture là, que ça allait réveiller trop de choses chez moi. Et là, au mois de juin, j'ai donc lu les 5 pièces de Sarah Kane. J'ai lu un ouvrage qui parle de Sarah Kane et de ses pièces, de sa vision du théâtre. J'ai lu aussi les pièces qui l'ont inspiré, les romans qui l'ont inspiré, les auteurs et autrices qui ont inspiré. J'ai fait vraiment tout un mois de juin passionnant, exaltant intellectuellement autour de Sarah Kane, et elle est inclassable, Sarah. Malheureusement, elle s'est suicidée et je crois qu'elle me manque beaucoup, alors que je ne l'ai pas connue, que je ne l'ai jamais travaillée. Il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi quand je lis ces pièces, et 448 Psychose, ça a été l'apothéose de mon mois de juin. Et quand j'ai terminé cette pièce le dernier jour de juin, je savais que je pouvais survivre à tout maintenant, puisque j'avais survécu au déconfinement et à 448 Psychose, et je me sentais 1000 fois plus forte que ce que je n'étais avant de lire toutes les œuvres de Sarah Kane et toutes les œuvres qui l'ont inspirée. Et le 24e livre que je vous présente, c'est marqué un livre pour finir en beauté, et je vous présente ma dernière lecture de 2020 qui est un coup de cœur puisque c'est Les Enchanteurs de Romain Gary. C'est le dernier livre que j'ai acheté aussi cette année. Je l'ai acheté comme ça en librairie de Romain Gary. Je n'ai jamais lu un roman en entier de Romain Gary, je le dis, j'ai seulement lu des extraits de La vie devant soi et de La promesse de l'aube, mais je ne me suis jamais attelée à Romain Gary, pardon, c'est pas le mien. Et là, cette année, ben voilà, en 2020, j'ai lu Les Enchanteurs de Romain Gary, qui est un coup de cœur. Il y a quelques points problématiques selon moi, donc si vous avez lu Les Enchanteurs ou si vous êtes spécialiste de Romain Gary, n'hésitez pas à venir en commentaire parce que j'ai très envie d'échanger autour de ce roman. Ça parle d'un jeune homme, enfin d'un auteur qui vit depuis des siècles parce qu'il est amoureux et il est maudit en fait, puisque il ne peut pas mourir le temps que personne sur terre n'aime autant que lui et ne connaît l'amour autant que lui. Et c'est toute son histoire qu'on suit comme ça, de cette famille qui est en Russie, de personnages qui sont à la fois astrologues, médiums, et de ce jeune garçon qui découvre l'amour auprès du personnage qui est sa belle-mère, sa très jeune belle-mère, qui est à peine plus âgée que lui. Il y a des très beaux moments, il y a des passages sublimes dans ce livre qui parlent de l'amour, et à nouveau ça se rapproche un petit peu d'Aurélien puisqu'on est sur ce genre d'histoires comme ça qui ne peuvent pas se faire et qui sont d'une beauté sans nom parce que justement elles ne peuvent pas se concrétiser. Et c'est le dernier livre que j'ai lu, il a conclu à merveille mon année, et donc c'est pour ça que je vous le présente dans cette vidéo sur mes livres de 2020. Ça y est, je peux finir mon thé et reprendre mon souffle. Sachez que 2020 ça a été une de mes plus belles années de lecture de ces dernières années, vraiment c'était passionnant. Grâce au confinement, on s'est quand même beaucoup retrouvés tous et toutes entre nous. J'ai échangé, j'ai découvert des personnes,
Oui, j'ai lu des œuvres incroyables, j'ai assisté à des lives exaltants, j'ai vu des vidéos passionnantes, écouté des podcasts exaltants aussi. C'était une de mes plus belles années. Voilà, lecture 2021, j'espère qu'elle ne sera que meilleure, ou en tout cas si elle peut m'apporter autant que ce que 2020 m'a apporté, je serai déjà comblée. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année, je vous souhaite de très belles lectures, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.